Nous allons gérer ça à la maison, a insisté papa après la violente agression de ma sœur. Mais le médecin de la salle d'urgence a jeté un œil à mes radiographies et a passé un appel qui a brisé les secrets de notre famille. Quand la police est arrivée, tout a changé. La douleur dans mes côtes rendait la respiration difficile. Chaque inspiration superficielle envoyait des pointes aiguës à travers ma poitrine, ce qui me faisait monter les larmes aux yeux. J'étais assise sur la banquette arrière de la voiture de mon père, pressée contre la porte pour éviter de toucher quoi que ce soit qui pourrait aggraver la douleur, pendant que papa conduisait et que maman se tordait sur le siège passager pour me regarder avec des yeux inquiets. Nous devrions l'emmener à l'hôpital, Richard, a dit maman pour la 3e fois depuis que nous avions quitté la maison. Elle respire à peine. Nous n'allons pas à l'hôpital, a répondu papa, sa voix tendue par le genre de colère contrôlée que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Nous allons gérer ça à la maison. De la glace, du repos, elle ira bien. Pas besoin d'en faire plus que ce que c'est. Mais c'était déjà grave. Ma sœur Olivia m'avait poussé dans les escaliers il y a 1 heure lors d'une dispute qui avait dégénéré des mots aux bousculades, puis à la violence si rapidement que je n'avais pas eu le temps de me protéger. J'avais atterri durement sur le parquet en bas, senti quelque chose craquer dans ma cage thoracique, et je n'avais pas pu me lever sans aide. Olivia s'était tenue en haut des escaliers, me regardant, le visage pâle mais pas désolé. « Tu n'aurais pas dû dire ces choses à mon sujet », avait-elle dit froidement avant de s'éloigner vers sa chambre. Ce que j'avais dit était la vérité. Qu'elle avait volé de l'argent dans le sac à main de maman. Qu'elle avait séché l'école et menti sur l'endroit où elle se trouvait. Que son petit ami avait 24 ans et qu'elle en avait 16, et que papa devait faire quelque chose avant que la situation n'empire. Apparemment, dire la vérité justifiait une tentative de meurtre dans l'esprit d'Olivia. Papa était rentré du travail, m'avait trouvé sur le canapé, à peine capable de bouger, et maman planait avec des compresses de glace et de l'inquiétude. Il avait écouté l'explication de maman. Olivia avait été vague sur ce qui s'était passé, disant juste que nous nous étions battus et que j'étais tombé, et avait immédiatement commencé à prendre des décisions pour la gestion des dégâts. Pas pour mes blessures. Pour l'image de la famille. Si nous l'emmenons à l'hôpital, ils poseront des questions, avait dit papa à maman pendant que j'étais allongé là à écouter. Ils voudront savoir comment c'est arrivé. Les services sociaux pourraient s'impliquer. C'est ce que tu veux. Maman avait hésité, tiraillée entre son inquiétude maternelle et la loyauté familiale que papa nous avait inculquée à tous pendant des années. Les problèmes familiaux restaient en famille. Nous n'étalions pas notre linge sale. Nous n'impliquions pas d'étrangers qui ne comprendraient pas. Mais je ne pouvais pas respirer correctement et la douleur ne s'améliorait pas avec la glace. J'avais insisté pour aller à l'hôpital. Je leur avais dit que je pensais que quelque chose était peut-être cassé, que j'avais besoin d'une véritable attention médicale, que je ne me souciais pas des questions, des services sociaux ou de l'image de la famille quand je ne pouvais littéralement pas inhaler sans agonie. Papa avait finalement accepté, mais pendant le trajet, les avertissements avaient commencé. Comment je devais faire attention à ce que je disais? Comment les médecins n'avaient pas besoin de tous les détails? Comment une simple histoire de chute dans les escaliers suffisait sans entrer dans les conflits familiaux? Tu leur dis que tu as trébuché, a instruit papa, croisant mon regard dans le rétroviseur. C'est tout. Tu descendais les escaliers trop vite, tu as trébuché, tu es tombé. Simple accident. Tu me comprends, Lorraine? Je comprenais ce qu'il me demandait de faire. Je comprenais qu'il voulait que je mente pour protéger Olivia, pour protéger la réputation de notre famille, pour s'assurer que personne ne regarderait de trop près ce qui se passait dans la maison Morrison. Je comprenais aussi que j'avais 17 ans, des côtes cassées, et un père plus préoccupé par les apparences que par mon bien-être. D'accord, avais-je dit, juste pour mettre fin à la conversation. La douleur rendait la dispute difficile. Mais je n'avais pas encore décidé si je suivrais réellement son scénario. La salle d'urgence était occupée pour un mardi soir. Nous nous sommes enregistrés à l'accueil et une infirmière de triage a pris mes signes vitaux et a posé des questions préliminaires sur ma blessure. Je lui ai dit que j'étais tombé dans les escaliers, que je ressentais une douleur aux côtes, que j'avais du mal à respirer. Elle a tout noté et nous a envoyé attendre une salle d'examen. Papa est resté proche tout le temps, planant de manière à paraître protecteur de l'extérieur mais contrôlant de l'intérieur. S'assurant qu'il était présent pour chaque interaction, chaque question, prêt à intervenir si je disais quelque chose qu'il désapprouvait. Maman était assise tranquillement, ses mains tordues sur ses genoux,
regardant entre papa et moi comme si elle essayait de résoudre un problème qu'elle ne comprenait pas entièrement. Après 40 minutes, une infirmière a appelé mon nom et nous a conduits à une salle d'examen. Elle m'a aidé à monter sur le lit, chaque mouvement étant atroce, et a commencé les questions standards. Que s'est-il passé? J'ai jeté un coup d'œil à papa avant de répondre. Il me regardait attentivement, son expression neutre mais sa posture tendue. Je suis tombé dans les escaliers à la maison. Comment êtes-vous tombé? J'allais trop vite et j'ai trébuché. Avez-vous perdu connaissance? Non. Vous êtes-vous cogné la tête? Non, j'ai juste atterri sur le côté. L'infirmière a pris des notes, son expression professionnellement neutre. Elle a pris ma tension artérielle, écouté mon cœur et mes poumons, palpé mes côtes doucement pendant que j'essayais de ne pas crier. Le médecin arrivera bientôt pour vous examiner et ordonner des radiographies. Elle est partie et la pièce est tombée dans un silence inconfortable. Le téléphone de papa a vibré avec un SMS, probablement d'Olivia, qui lui avait envoyé des messages constamment depuis notre départ, mais il l'a ignoré. « Tu as bien fait », a-t-il dit doucement. « Tiens-toi juste à cette histoire. » Je n'ai pas répondu. La douleur me donnait la nausée et je me concentrais sur une respiration suffisamment superficielle pour ne pas déclencher une autre pointe d'agonie. Le médecin qui est finalement arrivé était une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants et à la manière efficace. Docteur Sarah Campos, selon son badge. Elle s'est présentée, a examiné les notes de l'infirmière et a commencé son propre examen. Niveau de douleur de 1 à 10, a-t-elle demandé. 7. 8 quand je respire profondément. Elle a appuyé soigneusement le long de ma cage thoracique, observant mon visage pour des réactions. Il y a clairement un traumatisme ici. Nous allons faire des radiographies pour voir si quelque chose est fracturé. Pouvez-vous me dire encore comment cela s'est passé? Elle est tombée dans les escaliers, a interrompu papa avant que je puisse répondre. Descendant trop vite, elle a perdu pied. Docteur Campos l'a regardé, puis est revenu vers moi. Est-ce ce qui s'est passé, Lorraine? J'ai hésité. L'expression de papa était soigneusement vide, mais je pouvais sentir l'avertissement émanant de lui. Dis oui. Tiens-toi à l'histoire. Ne complique pas les choses. Oui, ai-je dit finalement. J'ai trébuché. Docteur Campos a hoché la tête lentement. D'accord. Faisons ces radiographies et voyons à quoi nous avons affaire. Le technicien en radiologie m'a emmené au service d'imagerie, papa suivant malgré la douce suggestion du technicien qu'il pouvait attendre dans la salle d'examen. Ils m'ont positionné soigneusement, ont pris plusieurs angles de ma cage thoracique et m'ont ramené pour attendre les résultats. Docteur Campos est revenu environ 20 minutes plus tard avec des images sur une tablette. Vous avez 2 côtes fracturées, a-t-elle dit, me montrant les radiographies avec des lignes de fracture visibles dans les os. Elles guériront d'elles-mêmes avec du repos, mais vous aurez besoin d'une gestion de la douleur et d'une surveillance attentive pour surveiller les complications. C'est ce que nous pensions, a dit papa, se levant. Alors, nous pouvons rentrer chez nous avec quelques ordonnances. Docteur Campos ne l'a pas regardé. Elle étudiait les radiographies avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. En fait, j'ai des préoccupations que je dois d'abord aborder. Des préoccupations à propos de quoi? La voix de papa était devenue neutre, le ton qu'il utilisait quand il était sur le point d'interrompre une conversation. À propos du schéma des blessures. Docteur Campos a affiché des images supplémentaires. Lorraine, ces radiographies montrent les fractures actuelles. Mais elles montrent également des preuves de blessures aux côtes antérieures qui ont guéri. Au moins 3 incidents distincts basés sur les modèles de remodelage osseux. La pièce est devenue très silencieuse. Je pouvais sentir la tension de papa monter à côté de moi, je pouvais sentir la confusion de maman depuis sa chaise dans le coin. Je ne comprends pas, a dit maman doucement. Blessures antérieures. Input de Tabi, au début, ça ressemble à une histoire de couverture, un moment de violence minimisé. Mais les radiographies changent tout. Soudain, il ne s'agit plus de cette chute, il s'agit d'un schéma qui a été caché pendant longtemps. La vraie tension est dans ce silence quand le médecin le remarque. C'est le moment où le contrôle échappe à la famille et passe à quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Ce qui frappe le plus, c'est le contraste. Le père essayant de contenir le tout contre la preuve qui ne peut être contenue. Une fois que cette vérité est visible,
il n'y a aucune version de l'histoire qui puisse la remettre dans la boîte. Docteur Campos s'est tourné pour faire face directement à mes parents. Les radiographies montrent des fractures en cours de guérison compatibles avec des blessures datant d'environ 6 mois, 1 an, et peut-être plus longtemps. Plusieurs blessures aux côtes au fil du temps, dont aucune n'a été traitée dans un établissement médical, d'après les schémas de guérison. C'est ridicule, a dit papa, sa voix montant légèrement. Elle n'a jamais eu de côte cassée auparavant. Peut-être que vos radiographies sont fausses. Les radiographies ne sont pas fausses, monsieur Morrison, et je suis tenu par la loi de signaler les blessures qui suggèrent un schéma d'abus ou de négligence, en particulier chez les mineurs. Le mot a plané dans l'air comme une bombe. Abus. Nous n'abusons pas de notre fille, a dit papa, son visage rougissant. C'est insultant. Elle est tombée dans les escaliers aujourd'hui, et toutes les autres blessures que vous pensez voir doivent provenir du sport ou autre chose. Elle joue au volley-ball. Docteur Campos m'a regardé. Lorraine, jouez-vous au volley-ball? Pas depuis 2 ans, ai-je dit doucement. J'ai arrêté en première année. Et avez-vous eu d'autres blessures aux côtes pour lesquelles vos parents ne vous ont pas emmené à l'hôpital? C'était le moment. Le point de choix où je pouvais continuer à mentir pour protéger la famille, où je pouvais dire la vérité et laisser ce qui devait arriver. J'ai pensé à Olivia me poussant dans les escaliers, à cette fois il y a 6 mois où elle m'avait donné un coup de pied pendant une bagarre et j'avais senti quelque chose craquer, mais papa avait dit que c'était juste un bleu. À l'incident il y a 1 an où elle m'avait claqué contre le mur si fort que je n'avais pas pu respirer pendant 1 semaine. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais couverte, où j'avais trouvé des excuses, où j'avais gardé les secrets de famille parce que c'est ce que nous faisions. Nous gérions les choses à la maison. Nous n'impliquions pas d'étrangers. Et j'ai pensé au fait que j'avais 17 ans, avec un schéma de blessure due à la violence de ma sœur, et que mon père était plus préoccupé par les services sociaux que par la raison pour laquelle je continuais à me blesser. Oui, ai-je dit, croisant le regard du docteur Campos. J'ai eu d'autres blessures. De ma sœur. Elle devient en colère et violente, et mes parents me disent de gérer ça à la maison. Papa s'est levé brusquement. Lorraine, ça suffit. Tu as mal et tu es confuse. Docteur, ma fille n'a clairement pas les idées claires. Monsieur Morrison, veuillez vous asseoir, a dit fermement le docteur Campos. Lorraine est assez âgée pour parler d'elle-même, et j'ai besoin d'entendre ce qu'elle a à dire. Vous devez partir, a dit papa, sa voix devenant froide et autoritaire. Nous partons. C'est un interrogatoire inapproprié d'une mineure sans consentement parental. En fait, dans les cas de suspicion d'abus, j'ai le droit légal d'interroger le patient en privé. Et Lorraine a 17 ans, ce qui lui donne certains droits en milieu médical, y compris le droit à une communication honnête avec son médecin. Docteur Campos a appuyé sur un bouton au mur, et un agent de sécurité est apparu dans l'embrasure de la porte presque immédiatement. J'ai besoin que cette salle d'examen soit sécurisée. Monsieur et Madame Morrison, je vais vous demander d'attendre dans la salle d'attente familiale pendant que je termine l'évaluation de Lorraine. C'est insensé, a dit papa, mais il reculait déjà vers la porte, reconnaissant qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Vous aurez de nos nouvelles de notre avocat à ce sujet. C'est votre droit, a dit calmement le docteur Campos. Mais je fais toujours le rapport requis au service de protection de l'enfance, et j'ai demandé à la sécurité de contacter la police locale pour prendre une déclaration. Maman m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la trahison dans les yeux. Lorraine, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dis-tu ces choses? Parce qu'elles sont vraies, maman. Olivia me fait du mal depuis des années, et vous deux, vous ne cessez de me dire de gérer ça, de ne pas faire de vagues, de garder ça en famille. Je suis fatigué d'avoir mal. L'agent de sécurité a escorté mes parents, papa protestant tout le long du chemin à propos des droits, des avocats et des protocoles hospitaliers. La porte s'est refermée derrière eux, et soudain la pièce est devenue plus calme, plus sûre, même si j'étais seul avec un médecin que je venais de rencontrer. Docteur Campos a tiré une chaise près du lit d'examen. Lorraine, j'ai besoin que tu me dises tout. Chaque blessure, chaque incident dont tu te souviens. Prends ton temps. Alors je l'ai fait, je lui ai raconté l'escalade de la violence d'Olivia au cours des 3 dernières années, comment elle était passée de bousculades et de gifles à des attaques plus graves qui laissaient des bleus et des blessures que je ne pouvais pas facilement cacher. Comment la réponse de papa était toujours la même, gère ça à la maison, n'implique pas d'étrangers, protège la réputation de la famille.
Je lui ai parlé de la blessure aux côtes il y a 6 mois que j'avais cru n'être qu'un gros bleu, mais qui avait clairement été une fracture, d'avoir été claqué contre les murs, frappé à coups de pied, d'avoir eu les cheveux tirés assez fort pour que mon cuir chevelu soit sensible pendant des jours. Je lui ai raconté comment le petit ami d'Olivia était un adulte, et mes parents le savaient mais ne s'en souciaient pas parce que l'affronter signifierait admettre qu'ils avaient perdu le contrôle de leur fille. Dr Campos a tout écouté, prenant des notes, posant des questions de clarification, son expression devenant plus sombre à chaque révélation. C'est un schéma clair d'abus entre frères et sœurs que vos parents ont permis par leur inaction, a-t-elle finalement dit. Vous comprenez qu'en me disant cela, je dois le signaler, qu'il y aura une enquête. Je comprends. Et vous êtes d'accord avec cela? Avec ce qui va se passer ensuite. J'ai pensé à rentrer dans cette maison, à Olivia qui m'avait poussé dans les escaliers et n'avait montré aucun remords, à des parents qui se souciaient plus des apparences que de ma sécurité. Oui, ai-je dit. Je suis d'accord avec ça. La police est arrivée 30 minutes plus tard. 2 officiers, une femme nommée officier Patricia Hernandez et un homme nommé officier James Wright, qui ont écouté ma déclaration, ont pris des photographies de mes bleus visibles et ont examiné les radiographies avec le docteur Campos. Ils ont demandé la permission de parler à mes parents, et j'ai accepté. J'ai écouté depuis la salle d'examen la voix de papa qui portait dans le couloir, en colère et défensive, insistant sur le fait que tout cela était un malentendu exagéré par un médecin trop zélé. L'officier Hernandez est revenu seul. Votre père affirme que vous êtes tombé dans les escaliers et que vous inventez le reste parce que vous êtes en colère contre votre sœur. Est-ce exact? Non, j'ai dit au docteur Campos. J'ai dit la vérité. Olivia m'a poussé lors d'une dispute. C'est comme ça que je suis tombé. Et elle m'a déjà blessé plusieurs fois. Votre mère ne contredit pas l'histoire de votre père. Elle soutient sa version des événements. Bien sûr qu'elle le faisait. Maman a toujours soutenu la version de la réalité de papa, même quand elle savait que c'était un mensonge. La loyauté familiale l'emportait sur la vérité dans la maison Morrison. Cela ne change pas ce qui s'est réellement passé, ai-je dit doucement. L'officier Hernandez a hoché la tête. Nous allons devoir interroger votre sœur. Savez-vous où elle est en ce moment? À la maison, probablement. Elle n'est pas venue avec nous à l'hôpital. Les officiers sont partis pour se coordonner avec les services de protection de l'enfance. Le docteur Campos est revenu pour discuter de mon plan de traitement, de mes médicaments contre la douleur, de mes exercices de respiration, de mes rendez-vous de suivi pour surveiller la guérison. Que se passe-t-il maintenant? J'ai demandé. Les services sociaux vont enquêter. Ils vous interrogeront, vous, votre sœur, vos parents, les professeurs, les voisins, les amis. Ils examineront l'environnement familial, examineront les dossiers médicaux, rassembleront des preuves. Devrais-je rentrer chez eux ce soir? Le docteur Campos a hésité. Ce n'est pas ma décision, mais j'ai recommandé aux services sociaux d'évaluer si le foyer est sûr pour que vous y retourniez, étant donné le schéma d'abus et la réponse de vos parents. Une assistante sociale est arrivée vers 22 heures. Elle s'appelait Monica Price et avait l'expression aimable et fatiguée de quelqu'un qui avait vu trop de situations comme la mienne. Elle a posé plus de questions, pris plus de notes, expliqué le processus d'enquête. Vos parents insistent pour que vous rentriez chez vous ce soir, a dit Monica. Je n'ai pas de motifs légaux pour l'empêcher sans une ordonnance de garde d'urgence, ce qui prend du temps à obtenir. Mais je veux que vous compreniez que vous avez des options. Si vous ne vous sentez pas en sécurité en rentrant chez vous, nous pouvons envisager un placement temporaire. Où irai-je? Éventuellement chez des proches s'il y a des options appropriées, ou en famille d'accueil d'urgence pendant que l'enquête se poursuit. L'idée de la famille d'accueil était terrifiante, mais l'idée de rentrer chez Olivia et la colère de mes parents était pire. Je ne veux pas rentrer à la maison, ai-je dit. J'ai une tante dans la ville voisine, la sœur de ma mère. Serait-elle considérée comme un placement familial? Potentiellement. Laissez-moi passer quelques appels. Ma tante Jennifer est arrivée à l'hôpital juste après minuit. Elle avait été choquée par l'appel de Monica, n'avait rien su de la violence, et a immédiatement accepté de me prendre en charge pendant que les services sociaux enquêtaient. Ta mère m'a appelé, a dit Jennifer, assise sur le bord de mon lit d'hôpital. Elle a dit que tu inventais des histoires pour attirer l'attention. Mais je connais ma sœur, et je sais comment elle protège l'image de cette famille avant tout. Dis-moi la vérité, Lorraine.
Est-ce qu'Olivia te fait du mal? Oui, depuis des années. Le visage de Jennifer s'est durci. Et tes parents le savaient. Ils le savaient. Ils ne se sont juste pas assez souciés de l'arrêter. Alors tu restes avec moi jusqu'à ce que ça se règle. Je me fiche de ce que Richard en dit. Input de Tabi, le changement se produit dès que tu dis la vérité. Jusque-là, tout tourne autour du contrôle, ton père gérant l'histoire, ta mère la soutenant, tout étant gardé secret. Les radiographies brisent cette illusion, mais tes mots la confirment, et c'est là que tout s'effondre. Ce qui ressort, c'est que ce n'est pas seulement un moment violent, ce sont des années d'ignorance, de minimisation et d'enfouissement. Le médecin ne se contente pas de soigner les blessures, elle expose le schéma. Et le plus important? Tu n'as pas hésité quand cela comptait. Tu as choisi l'honnêteté plutôt que la protection, même en sachant que cela ferait tout exploser. C'est le tournant. Tu as cessé de protéger un système qui ne t'a jamais protégé. Le processus de sortie a duré 1 heure de plus. Le docteur Campos a fourni une documentation détaillée de mes blessures, des copies des radiographies, des ordonnances d'analgésiques et des instructions de soins. Elle m'a également donné sa carte et m'a dit de l'appeler si j'avais des complications ou des préoccupations. Mes parents attendaient dans la zone familiale lorsque Jennifer et moi sommes passés. Papa s'est levé immédiatement, son expression sombre. Lorraine, tu rentres à la maison avec nous. Ça a assez duré. Elle rentre à la maison avec moi, a dit fermement Jennifer. Les services sociaux ont approuvé un placement temporaire pendant qu'ils enquêtent. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits de protéger ma nièce quand ses propres parents ne le font pas, recule, Richard. Papa avait l'air de vouloir discuter, mais les policiers étaient toujours à proximité et la sécurité surveillait. Il s'est contenté d'un regard froid. Ce n'est pas fini. Tu détruis cette famille pour un drame d'adolescente. Olivia l'a détruite quand elle a poussé Lorraine dans les escaliers et que tu as choisi de le cacher au lieu de l'aider, a rétorqué Jennifer. Nous en avons fini ici. Elle m'a guidé vers la sortie, une main sur mon dos pour me soutenir. Je n'ai pas regardé mes parents, j'ai juste continué à marcher vers la voiture et ce qui allait suivre. L'enquête a duré 6 semaines. Les services sociaux ont interrogé tout le monde, moi, Olivia, mes parents, des professeurs, des voisins, des amis. Ils ont examiné la maison, consulté les dossiers médicaux, compilé des preuves. Olivia a tout nié au début, affirmant que je mentais pour lui causer des problèmes. Mais confrontée aux preuves radiographiques et aux témoignages d'amis qui avaient été témoins de sa violence, elle a finalement admis avoir parfois poussé trop fort pendant les disputes. Mes parents ont maintenu leur position selon laquelle il s'agissait d'un conflit fraternel normal exagéré. Que les familles se disputent parfois. Que j'étais trop dramatique. Le rapport des services sociaux a conclu que j'avais été soumise à des abus physiques continus de la part de ma sœur, que mes parents n'avaient pas réussi à me protéger ou à chercher une intervention, et que retourner à la maison poserait un risque pour ma sécurité. Des accusations criminelles ont été déposées contre Olivia, pour agression et voies de fait. Elle avait 17 ans aussi. Jugée comme mineure, mais avec de graves conséquences. Gestion de la colère ordonnée par le tribunal, probation, un casier judiciaire qui la suivrait. Mes parents m'ont reproché tout cela. L'enquête, les accusations, le scandale familial. Ils ont dit à des proches que j'avais menti et exagéré pour punir Olivia après une dispute fraternelle normale. Certains membres de la famille les ont crus. D'autres ont discrètement contacté Jennifer pour offrir leur soutien. Les premières semaines chez Jennifer ont été les plus étranges de ma vie. J'attendais toujours que la prochaine catastrophe arrive, que les cris commencent, que la violence éclate pour de petits désaccords. Mais cela n'est jamais venu. Jennifer et moi avons eu nos tensions. J'étais une adolescente traumatisée vivant soudainement dans sa chambre d'amis, perturbant sa vie tranquille, mais elle gérait chaque conflit par la conversation plutôt que par l'agression. Tu n'as pas à tressaillir quand j'élève la voix, m'a-t-elle dit un soir après que j'ai visiblement reculé quand elle s'était frustrée à propos de quelque chose sans rapport avec moi. Je ne vais pas te faire de mal, Lorraine. Ce n'est pas comme ça que nous gérons les choses ici. Il a fallu des mois pour la croire. Des mois pour cesser d'anticiper la violence à chaque coin de rue. Mon thérapeute a dit que c'était normal, que mon système nerveux avait été entraîné à s'attendre au danger dans ma propre maison et aurait besoin de temps pour se recalibrer. L'école est devenue compliquée d'une manière inattendue. Olivia et moi fréquentions le même lycée,
et même si nous étions dans des classes différentes et nous évitions le plus souvent, la nouvelle de l'enquête des services sociaux et des accusations criminelles s'est rapidement répandue. Les rumeurs étaient folles et la plupart inexactes. Certaines personnes pensaient que j'avais tout inventé pour attirer l'attention. D'autres pensaient que la situation était encore pire qu'elle ne l'était réellement. Mes amis se sont divisés en camps. Certains m'ont cru immédiatement, ayant été témoins du tempérament d'Olivia, et n'ont pas été surpris que cela ait dégénéré en violence. D'autres ont pris leur distance, mal à l'aise avec le drame familial ou influencés par la version des événements que leurs parents avaient entendus des miens. Les pires étaient ceux qui posaient des questions invasives déguisées en inquiétude. Alors, elle te battait tout le temps? Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Tu ne penses pas que tu as un peu exagéré en impliquant la police? J'ai appris à faire le roc face à ces conversations, des réponses minimales, pas d'engagement émotionnel, des sorties rapides. Mon thérapeute m'a appris que je ne devais d'explication ou de justification à personne pour me protéger. Les procédures judiciaires furent brutales. L'avocat d'Olivia a essayé de me dépeindre comme une sœur cadette vindicative cherchant à se venger d'une rivalité fraternelle normale. Ils ont évoqué des disputes que nous avions eues, des fois où je lui avais dit des choses méchantes, des moments où j'avais été moins que parfaite. N'est-il pas vrai que vous avez traité votre sœur de folle pendant la dispute avant qu'elle ne vous pousse prétendument, a demandé l'avocat de la défense lors d'une audience particulièrement difficile. Oui, je l'ai appelée ainsi. Parce qu'elle me criait au visage qu'elle allait me faire regretter d'avoir parlé à nos parents de ses vols. J'avais peur d'elle. Alors, vous admettez avoir utilisé un langage incendiaire qui pourrait provoquer quelqu'un. J'admets avoir été une enfant effrayée qui faisait face à la violence de ma sœur depuis des années et qui a finalement osé lui tenir tête. Elle ne m'a pas poussé parce que je l'ai insultée. Elle m'a poussé parce qu'elle voulait me faire du mal pour avoir dit la vérité sur ce qu'elle faisait. Le juge a alors interrompu, rappelant à la défense que j'étais la victime dans cette affaire, pas en procès pour le choix de mes mots pendant une dispute. Mais le mal était fait. J'avais passé 20 minutes à être interrogé sur mon propre comportement au lieu de me concentrer sur le schéma d'agression d'Olivia. Mes parents sont restés dans la salle d'audience tout au long des procédures, leur visage soigneusement neutre, mais leur langage corporel diffusait la désapprobation. Ils ne m'ont jamais reconnu, ne m'ont jamais demandé comment j'allais, n'ont jamais montré la moindre inquiétude pour les blessures que leur fille avait infligées à leur autre fille. Après une audience particulièrement difficile, j'ai vu ma mère dans les toilettes du palais de justice. Nous étions seuls, et un instant j'ai pensé qu'elle allait peut-être enfin dire quelque chose de réel. Me demander si j'allais bien. Reconnaître ce qu'Olivia avait fait. Au lieu de cela, elle a dit, tu sais que ça tue ton père. La honte que les services sociaux enquêtent sur notre famille. Les gens à son travail posent des questions. Tu nous as humiliés. Les mots ont frappé comme un coup physique. Olivia m'a cassé les côtes, maman. Plusieurs fois. Et tu t'inquiètes de la réputation de papa. Les familles ont des problèmes. Nous aurions pu régler ça en privé. Tu n'avais pas à impliquer des étrangers dans nos affaires. Vous n'étiez pas en train de le régler. Vous l'ignoriez et me disiez de m'en occuper. Ce n'est pas la même chose. L'expression de maman s'est durcie. Tu es dramatique, Lorraine. Tu l'as toujours été. Tu fais de tout un plus gros problème que ce qu'il ne doit être. Elle est partie sans un mot de plus, et je suis resté dans ces toilettes à pleurer jusqu'à ce qu'une autre femme entre et demande si j'avais besoin d'aide. Je ne savais pas comment expliquer que ma mère venait de confirmer ce que j'avais toujours soupçonné, que ma douleur compterait toujours moins que le maintien des apparences. Le juge pour enfants a finalement statué en ma faveur. Il a constaté qu'Olivia avait commis des voies de fait, qu'il y avait un schéma de violence, qu'elle nécessitait une intervention au-delà de ce que nos parents avaient fourni. Elle a été condamnée à 2 ans de probation, à des séances obligatoires de gestion de la colère, à des travaux d'intérêt général et à une ordonnance d'interdiction formelle de contact l'empêchant de m'approcher à l'école ou ailleurs. Mes parents ont fait appel de l'ordonnance d'interdiction de contact, arguant qu'il était déraisonnable d'attendre de frères et sœurs vivant dans le même foyer qu'ils n'aient aucun contact. Le juge a souligné que je ne vivais plus dans le même foyer et que je n'avais pas l'intention d'y retourner, donc l'ordonnance a été maintenue. C'est alors que l'avocat de papa a envoyé une lettre à Jennifer la menaçant de poursuites judiciaires si elle ne me ramenait pas sous la garde de mes parents. Ils affirmaient qu'elle hébergeait une fugueuse, qu'ils avaient des droits parentaux, et que le placement temporaire était censé être juste cela, temporaire. La réponse de Jennifer a été d'engager son propre avocat et de demander la tutelle permanente.
La requête exposait tout, l'abus, l'incapacité de mes parents à me protéger, les preuves des services de protection de l'enfance et de l'enquête policière, et mon refus catégorique de retourner dans un foyer où j'avais été systématiquement blessé. L'audience de tutelle a été d'une certaine manière pire que les procédures pénales. Mes parents ont fait venir des témoins de moralité, des voisins, des gens de leur église, des collègues, qui ont témoigné de la qualité de leurs parents, de leur implication dans nos vies, et du fait que tout cela était un malentendu exagéré. J'ai dû témoigner de chaque incident de violence dont je me souvenais. J'ai dû décrire en détail comment Olivia perdait son sang-froid et m'attaquait, comment j'avais appris à l'éviter quand elle était de certaines humeurs, comment j'avais caché mes blessures parce que je savais que mes parents ne m'aideraient pas. Le juge a demandé pourquoi je n'avais pas signalé l'abus plus tôt. J'ai expliqué que je l'avais signalé à mes parents, qui m'avaient dit de m'en occuper moi-même. Que m'adresser aux autorités extérieures me semblait une trahison de la loyauté familiale, quelque chose qui m'avait été inculqué depuis l'enfance. Et maintenant, a demandé le juge. Ressentez-vous toujours cela concernant la loyauté familiale? Non. J'ai appris que la loyauté familiale ne devrait pas signifier accepter l'abus. Que se protéger n'est pas une trahison, même quand les gens essaient de vous le faire croire. Le juge a accordé à Jennifer la tutelle temporaire en attendant l'issue de l'affaire des droits parentaux de mes parents. Cela a duré encore 4 mois. Mes parents se battaient pour conserver le contrôle légal, moi me battais pour rester avec le seul adulte qui m'avait réellement protégé. Input de Tabi, ce qui ressort le plus, c'est à quel point tout a basculé une fois que le système s'est impliqué. À la maison, ta douleur était minimisée, expliquée ou rejetée sur toi. Mais en dehors de cet environnement, le médecin, les services sociaux, le juge, les gens ont regardé la même situation et l'ont immédiatement reconnue pour ce qu'elle était. Un schéma de préjudice, et non un conflit fraternel normal. Et pourtant, même avec des preuves, même avec des codes cassés et des documents, tes parents n'ont jamais changé d'avis. Ils sont restés enfermés dans la protection de leur image au lieu de leur enfant. C'est la partie qui blesse vraiment. Parce que cela confirme que ce n'était pas de l'ignorance. C'était un choix. Les scènes de tribunal en disent long aussi. Tu ne guérissais pas seulement, tu étais forcé de défendre ta propre réalité. Devoir expliquer pourquoi tu n'as pas parlé plus tôt, pourquoi tu as réagi comme tu l'as fait. Finalement, mes parents ont retiré leur requête. Leur avocat leur a probablement conseillé qu'ils allaient perdre, et que se battre ne ferait que créer plus de documentation publique de leur incapacité à me protéger. Ils ont cédé la garde à Jennifer, à la condition que je sois toujours techniquement leur fille aux fins de l'assurance maladie et des questions juridiques jusqu'à mes 18 ans. Pour moi, c'était parfait. J'ai obtenu la sécurité et la stabilité de vivre avec Jennifer, et ils ont pu maintenir la fiction légale qu'ils n'avaient pas complètement abandonné leurs responsabilités parentales. Ma dernière année de lycée fut étrange. Je vivais chez ma tante, j'avais une ordonnance d'interdiction de contact contre ma sœur, et mes parents et moi ne communiquions que par l'intermédiaire d'avocats. Mais j'essayais aussi d'être une adolescente normale, postulant à des universités, allant au bal de promo, cherchant ce que je voulais faire de ma vie. Mon conseiller d'orientation m'a aidé à naviguer dans le processus d'aide financière sans la coopération de mes parents. Il existait des dispositions spéciales pour les étudiants éloignés de leur famille, et ma documentation des services de protection de l'enfance et des affaires judiciaires m'a qualifié pour le statut d'étudiant indépendant. J'ai postulé à des écoles dans d'autres États. Je voulais de la distance, je voulais la chance de recommencer quelque part où les gens ne connaissaient pas mon histoire. J'ai été accepté dans plusieurs, j'en ai choisi une qui offrait le meilleur plan d'aide financière, et qui était assez loin pour que les rencontres accidentelles avec ma famille soient improbables. Jennifer a pleuré quand je lui ai dit que j'allais à l'université à 800 miles de là. Tu vas me manquer, a-t-elle dit. Mais je suis si fier de toi. Tu as survécu à quelque chose qui aurait brisé beaucoup de gens, et tu construis un vrai avenir pour toi. J'ai survécu parce que tu m'as aidé, lui ai-je dit. Si tu ne m'avais pas accueilli, si tu n'avais pas lutté pour la tutelle, je ne sais pas ce qui se serait passé. Tu aurais trouvé un autre moyen. Tu es plus forte que tu ne le penses, Lorraine. Peut-être. Mais j'étais reconnaissante de ne pas avoir eu à le découvrir. Le jour de la remise des diplômes fut gênant. Jennifer était assise dans la section familiale, applaudissant bruyamment lorsque mon nom fut prononcé. Mes parents étaient assis plusieurs rangées derrière, assez loin pour que nous n'ayons pas à nous reconnaître. Ils sont partis immédiatement après la cérémonie sans essayer de me parler. Olivia n'était pas là du tout.
Elle avait terminé sa probation, mais était toujours aux prises avec les conséquences de l'accusation d'agression. Elle avait été refusée par plusieurs universités à cause de son casier, travaillait dans le commerce de détail et vivait à la maison. Jennifer a dit qu'elle avait entendu par la rumeur familiale qu'Olivia me blâmait d'avoir ruiné sa vie. J'ai ressenti un mélange compliqué d'émotions à ce sujet. De la culpabilité que l'avenir de ma sœur ait été affecté par les accusations criminelles. Du soulagement qu'elle subisse de réelles conséquences pour sa violence. De la colère qu'elle refuse toujours de prendre ses responsabilités ou de reconnaître ce qu'elle avait fait. Mais surtout, je me sentais libre. Libre de la vigilance constante requise pour éviter de déclencher son tempérament. Libre de parents qui privilégiaient les apparences à la sécurité. Libre de construire une vie où la violence n'était pas quelque chose que je devais accepter comme normal. La semaine avant mon départ pour l'université, Jennifer m'a emmené dîner dans un bon restaurant. Je voulais te donner quelque chose, a-t-elle dit en faisant glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un chèque de $5000. Jennifer, je ne peux pas. Si, tu peux. C'est de l'argent que j'ai mis de côté depuis que tu as emménagé. Pour les frais d'université, les urgences, tout ce dont tu as besoin. Tes parents devraient t'aider avec ça, mais puisqu'ils ne le font pas, je le fais. J'ai pleuré là, dans le restaurant, submergé par la générosité de quelqu'un qui m'avait déjà tant donné. Jennifer avait accueilli une adolescente traumatisée, mené une bataille juridique contre sa propre sœur et son beau-frère, fourni stabilité et soutien pendant la période la plus difficile de ma vie. Merci, ai-je réussi à dire. Pour tout. Pas seulement l'argent, mais pour m'avoir cru. Pour m'avoir protégé quand mes propres parents ne le feraient pas. Tu n'as pas à me remercier de faire le strict minimum de ce qu'un adulte décent devrait faire. J'aurais juste aimé savoir plus tôt ce qui se passait. Peut-être aurais-je pu intervenir avant que cela ne devienne si grave. Tu n'aurais pas pu savoir. Ils étaient très doués pour le cacher. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Promets-moi quelque chose. Promets que si jamais tu as besoin d'aide, quoi que ce soit, tu m'appelleras. Tu n'es plus seule, Lorraine. Tu as une famille qui se soucie vraiment de toi. J'ai promis. Et contrairement aux promesses que mes parents avaient maintes fois brisées, je savais que Jennifer tenait les siennes. Je suis resté avec Jennifer pendant le reste de mon année de terminale. J'ai terminé le lycée, j'ai postulé à des universités assez éloignées pour ne pas avoir à voir mes parents régulièrement. Ils ont assisté à ma remise de diplôme, mais ne m'ont pas parlé, ils se sont juste assis dans le public avec des expressions de martyrs blessés. Olivia n'y a pas assisté. Elle était toujours en probation, toujours en thérapie, me blâmant toujours pour les conséquences de sa propre violence. Les fractures des côtes ont guéri au cours des mois suivants. Le docteur Campos a suivi mes progrès, m'a orienté vers des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes familiaux. J'ai appris que ce que j'avais vécu avait un nom, l'abus entre frères et sœurs, et que c'était plus courant que les gens ne le pensaient, mais rarement abordé. J'ai appris que les parents qui permettent les abus en refusant d'intervenir sont complices du mal, même s'ils ne sont pas ceux qui frappent. J'ai appris que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de dire la vérité, même lorsque toute votre famille s'investit dans le maintien du mensonge. L'université m'a donné de la distance et de la perspective. J'ai construit une vie séparée du drame de la famille Morrison, avec des amis qui ne connaissaient pas les codes cassés, les enquêtes des services sociaux ou les parents qui ont choisi la réputation plutôt que la sécurité de leur enfant. Jennifer est devenue plus une mère pour moi que ma propre mère ne l'avait jamais été. Elle m'a aidé à naviguer dans l'aide financière puisque mes parents refusaient de contribuer aux frais d'université. Elle a assisté aux week-ends des parents et aux remises de diplômes. Elle a fourni le soutien inconditionnel qui aurait dû être là depuis le début. J'ai 24 ans maintenant, 7 ans après cette nuit aux urgences où le docteur Campos a examiné mes radiographies et a passé l'appel qui a tout changé. J'ai un contact minimal avec mes parents, des SMS obligatoires pour les anniversaires et les vacances, rien de substantiel. Olivia et moi n'avons pas parlé depuis le procès. Elle est toujours dans notre ville natale, toujours avec ce petit ami qui était trop vieux pour elle à l'époque, et qui est toujours un bon à rien maintenant, selon les mises à jour occasionnelles de Jennifer. Elle continue de blâmer tout le monde pour ses problèmes. Parfois, les gens me demandent pourquoi je n'essaie pas de me réconcilier avec ma famille. Ils parlent de pardon et de passer à autre chose, de la vie trop courte pour garder rancune. Mais ce qui s'est passé n'était pas un désaccord digne de rancune.
Ce furent des années de violence que mes parents ont permises et couvertes jusqu'à ce qu'un médecin, avec des obligations légales et un courage moral, intervienne. Le docteur Campos n'a pas brisé les secrets de notre famille pour le drame ou la vengeance. Elle l'a fait parce qu'elle a vu un schéma d'abus et a fait ce que la loi et la décence humaine fondamentale exigeaient. Elle a protégé une patiente qui ne pouvait pas se protéger entièrement. Cet appel au service de protection de l'enfance, le rapport de police, l'enquête, tout cela a été la conséquence des choix de ma famille. Pas les miens. J'ai juste dit la vérité quand quelqu'un a finalement eu assez d'attention pour la demander. Les radiographies montraient d'anciennes fractures, preuve de traumatismes répétés qui contredisaient la simple histoire de mon père sur une chute dans les escaliers. Ces os disaient une vérité que papa ne pouvait ni contrôler, ni manipuler, ni minimiser. Quand la police est arrivée, tout a changé. La façade soigneusement entretenue de la famille Morrison parfaite s'est fissurée, exposant la violence et la négligence sous-jacente. L'autorité de papa ne signifiait rien pour des officiers qui avaient déjà vu son genre, des parents qui privilégiaient les apparences à la sécurité des enfants. Tout a changé parce qu'un médecin a regardé au-delà de la blessure immédiate pour voir le schéma qu'elle représentait. Parce qu'elle était prête à prendre une décision difficile malgré l'intimidation de mon père. Parce qu'elle a compris que gérer ça à la maison signifiait permettre aux abus de continuer. J'y pense parfois, à cette nuit. Au choix que j'ai fait de dire la vérité au lieu de maintenir le mensonge. Cela m'a coûté ma relation avec la plupart de ma famille. Cela a entraîné une enquête, des audiences au tribunal et un témoignage douloureux et humiliant. Mais cela a aussi signifié que j'ai survécu. Que je m'en suis sorti avant que la violence d'Olivia ne dégénère en quelque chose de pire encore. Que j'ai appris que je méritais d'être protégé, même si mes propres parents ne le pensaient pas. 7 ans plus tard, j'ai une vie construite sur une base honnête. Une carrière dont je suis fier, des relations avec des gens qui ne me demanderaient jamais de cacher un abus pour protéger leur réputation, et la certitude que parler, même quand c'est terrifiant, peut vous sauver la vie. Mes côtes ont guéri. Les cicatrices de cette nuit ne sont plus visibles sur mon corps. Mais la leçon est restée. Les os disent la vérité, même quand les bouches ne le font pas. Les médecins qui se soucient assez de regarder attentivement peuvent voir ce que les familles s'efforcent de cacher. Et parfois, la seule issue est l'exposition, l'enquête et le démantèlement douloureux de mensonges que les gens protègent depuis des années. Papa a insisté pour que nous gérions ça à la maison. Le docteur Campos a insisté pour respecter la loi. Lorsque ces deux positions se sont affrontées, la vérité a gagné. Et je suis parti de cet hôpital avec ma tante, vers une vie où, gérer ça à la maison, ne signifierait plus jamais accepter la violence comme normale. Tout a changé lorsque ces policiers sont arrivés. Changé parce que quelqu'un est enfin intervenu. Changé parce que j'ai choisi la vérité plutôt que la loyauté envers des gens qui ne le méritaient pas. Changé parce que les os brisés laissent des preuves, et certains médecins sont assez courageux pour lire ce que ces preuves disent et agir en conséquence, quelles que soient les exigences des parents. Les secrets de famille se sont brisés cette nuit-là aux urgences. Et des décombres, j'ai construit quelque chose de mieux. Une vie où je suis en sécurité, valorisée et libérée des gens qui pensaient que la violence était acceptable tant qu'elle restait cachée. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la survie. C'est se choisir soi-même quand tous les autres membres de votre famille ont choisi le mensonge. Et 7 ans plus tard, je referai le même choix sans hésitation.